Bonsoir à tous. Je pense que beaucoup qui sont ici me connaissent déjà ou m'ont déjà vu, mais dans le doute, je vais quand même me représenter. Je m'appelle Quentin et je vais vous parler de ma thèse. Je vais vous parler du sujet directement, je vais vous parler un petit peu plus de ce qui s'y passe, enfin, je vais vous parler de beaucoup de choses ici. Je suis super content de faire cette conf aujourd'hui. Surtout, n'hésitez pas à m'interrompre si vraiment il y a des trucs que vous comprenez pas, qui vous énervent, vous voulez que je passe plus vite ou quelque chose. N'hésitez pas par écrit à poser des questions pour la suite. Je me ferai un plaisir de répondre à toutes les questions. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu ce que je fais de ma vie de tous les jours en thèse. Ça va être à la fois un truc technique et à la fois quelque chose où je vais témoigner en quelque sorte sur qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'on y fait. À l'origine, c'était intitulé Analyse fonctionnelle par imagerie de phase quantitative. Finalement, j'ai opté pour un truc un petit peu plus aguicheur, même si Alexis n'est pas forcément de cet avis, en disant oublie la fluorescence grâce à l'imagerie de phase quantitative. Et évidemment, je ne manquerai pas de vous expliquer ce que ça veut dire. Donc, pour le plan, je fais un plan qui est aussi assez arbitraire dans le sens où ça va être très différent d'une présentation classique, vu qu'il y aura beaucoup de trucs techniques, vu qu'il y aura beaucoup de sciences, même si je ne compte pas rentrer dans les détails mathématiques ou physiques. J'ai décidé d'être bien moins formel et strict dans l'ordre de ce que je vais vous dire pour me laisser partir dans ce qui est un petit peu le plus cool, et tout en incluant au sein des petits points d'information sur la thèse. Donc j'ai un petit peu distillé le contexte de la thèse un peu partout, globalement. Donc pour l'organisation, j'ai passé justement un petit moment sur le contexte. Très rapidement, j'ai parlé du sujet à proprement parler, de l'objectif général, des objectifs intermédiaires, des raisons pour lesquelles tout ça existe. Je vais m'attarder sur les premiers résultats, sur les acquisitions, sur tout ce qui peut être intéressant à expliquer. Je vais remettre en perspective tout ce que j'ai raconté pour l'instant, pour voir un petit peu plus loin que ces quelques mois déjà bien constructifs et instructifs, soit dit en passant. Et évidemment, je fais une petite conclusion personnelle pour clore tout ça, par des éléments un petit peu plus factuels, mais aussi pour mon ressenti sur le large projet, et bien sûr vous laisser la parole. Donc si on commence par quelques petites précisions, la thèse se déroule au LP2M. Donc le LP2M, c'est le laboratoire de photonique numérique et nanosciences, qui est situé à l'Institut d'optique Aquitaine, à Talence, donc proche de Bordeaux. Évidemment, c'est un lieu où il y a 8 équipes qui sont très dirigées vers l'optique, comme le nom du laboratoire l'indique. Ça passe par la bioimagerie, les atomes froids, l'optique computationnelle, les milieux complexes, j'en oublie. Donc pour être sûr de ne pas m'oublier, je vous montre ça. Et donc pour être plus précis, et pour ceux qui se demandent où je suis ici, dans l'équipe nano-biomicroscopie. Et en fait, chacune des teams fait partie de l'UMR, donc l'unité mixte de recherche, et chacune des teams interagit plus ou moins avec les autres teams. Il y a plein de permanents. Les permanents sont les chercheurs qui restent au laboratoire en règle générale, donc les chercheurs. Et évidemment, il y a énormément de non-permanents, donc c'est mon cas. Donc les doctorants et les post-doctorants sont les exemples typiques de non-permanents. Et tous ces permanents et non-permanents travaillent ensemble pour faire de la recherche. Bref, au sein de l'IOA, il y a aussi donc différentes startups, différentes structures qui sont liées à la photonique, mais j'en parlerai pas plus que ça. On dispose d'une triple tutelle, donc CNRS, Université de Bordeaux et IOGS Paris-Saclay. Une majorité des doctorants qui travaillent ici sont liés à l'Université de Bordeaux. Personnellement, je dépends du CNRS et l'organisme payeur, c'est l'ERC spécifique. Donc, il s'agit d'un financement européen qui est obtenu par Pierre Bon, qui est le directeur de ma thèse, pour être en mesure de réaliser de l'imagerie quantitative de phase qui va avoir la spécificité d'être furtive. Évidemment, je vous en reparlerai. Donc par furtif, on entend non invasive, discrète, adaptable à différents sujets, mais surtout qui ne perturbe pas le sujet. Enfin, pour l'organisation de la thèse en elle-même, je suis lié à ce qu'on appelle une école doctorale. Donc toute thèse doit être liée à une école doctorale qui va elle-même être raccrochée à une université. Donc c'est l'école doctorale SPI, donc sciences physiques et de l'ingénieur, qui a quelques caractéristiques qui vont avec, mais je vous en parlerai un petit peu après, en passant d'abord par des choses un petit peu plus drôles. Donc pour vous présenter le sujet, on va se poser évidemment beaucoup de questions. C'est d'ailleurs souvent le but en sciences. Donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais plus précisément? Pourquoi on le fait? Comment? Qu'est-ce que ça implique? Avec qui? Donc si on attaque la présentation du sujet à proprement parler, tout ce que ça implique, faut d'abord que je vous parle un tout petit peu de la fluorescence et de la phase. Il faut bien que vous compreniez qu'en imagerie, lorsqu'on cherche donc à créer des images de cellules ou en règle générale de quelque chose, on a différents objectifs. Et l'exemple que j'ai envie de vous donner, c'est celui d'un sapin de Noël, où si vous rentrez dans une pièce et qu'il y a un sapin de Noël, vous pouvez prendre une photo de ce sapin de Noël et vous allez globalement tout voir. Mais si vous voulez voir uniquement le sapin de Noël, une façon de le faire, ce serait d'éteindre la lumière et de mettre des guirlandes sur le sapin ou de mettre quelque chose qui clignote sur le sapin. Et dans ces cas-là, vous allez voir uniquement le sapin. Dans le premier cas, vous voyez tout.
Mais en fait, en voyant tout, vous voyez plus rien, vous voyez plus quelque chose de spécifique. Et c'est ça que ça veut dire le mot spécifique. En mettant seulement la guirlande, vous voyez plus rien, mais vous voyez uniquement l'objet qui vous intéresse. Donc vous voyez quelque chose vraiment de spécifique. Et ça, c'est un petit peu l'idée de la fluorescence versus la phase. La phase, on voit tout. La fluorescence, on voit uniquement une chose qui va nous intéresser, mais on perd le contexte, on perd tout le reste, on perd la pièce, finalement. Il y a différentes façons d'observer. Je vous ai parlé de phase, puisque quand on reçoit un signal, on peut l'observer en phase ou on peut l'observer en intensité. L'intensité, ce que vous avez à retenir, c'est que quand il est question de quantifier, c'est assez mauvais. J'y reviendrai. Lorsqu'on ne marque pas, donc lorsqu'on n'utilise pas de fluorescence, on voit tout, comme avec par exemple de l'IRM, si on fait de l'imagerie médicale. Mais du coup, comme je disais, on ne voit plus rien. Lorsqu'on va marquer pour faire de la fluorescence, on va voir une seule chose et on va donc perdre le contexte. Donc voilà ce qu'il y a à retenir pour commencer. Une vue assez générale finalement et presque complète de tout ce que je fais, ça peut se résumer en ce schéma-là. Donc évidemment, je vais en détailler de nombreux morceaux et phénomènes, et j'espère aller un petit peu plus loin que ce schéma. Donc rapidement, ce qui est présenté ici, c'est en deux phases. Il y a une phase qui est dite d'apprentissage et une phase qui est dite d'expérimentation, ou tout simplement de fonctionnement. Et donc l'idée générale va être la suivante. On a un échantillon biologique, donc pour l'instant ce sont des cellules, qui va être observé au microscope. L'échantillon va être imagé de deux façons très différentes, donc en imagerie de phase quantitative dans un premier temps et en fluorescence dans un second temps, qui est bien plus commune pour les biologistes. Donc cette dernière méthode d'imagerie, elle a des avantages très importants, notamment le fait qu'elle est spécifique, mais par contre la quantitativité est très difficile à atteindre. Je vais vous en reparler évidemment. Ce qu'on note, c'est qu'on va acquérir deux images de la même chose en même temps, donc simultanées. Et c'est très difficile parce que ça va soulever plein de questions sur quel plan on est en train d'imager, donc à quelle hauteur de l'échantillon on est en train de prendre une image, quelle est la profondeur de champ, quelle est la résolution, quelle est la réponse en fonction de la longueur d'onde. Enfin, il y a énormément de questions physiques qui vont être soulevées. Et l'idée, ça va être, au-delà de toutes ces questions, ça va être de réussir à refaire exactement ces deux mêmes images, donc c'est la phase d'expérimentation, la partie droite de ce schéma, refaire ces deux mêmes images, mais par l'acquisition seulement d'une seule. En gros, nous, ce qu'on veut, c'est acquérir l'image de phase, ne plus acquérir l'image de fluorescence, mais quand même disposer de l'image de fluorescence. Donc on va devoir générer cette image de fluorescence. Et pour la générer, on va faire une étape qui n'est pas du tout triviale, qui est un peu méchante même, qui va reposer sur un apprentissage profond, qu'on appelle du deep learning souvent. Une façon simple encore de le voir, c'est de se dire, imaginez que vous prenez des images de chiens, vous prenez des photos de chiens, et vous avez 200 chiens que vous allez prendre de face. Et ensuite, vous allez prendre ces mêmes 200 chiens de dos, et vous allez entraîner l'ordinateur, lorsqu'il voit un chien de face, à créer l'image du chien de dos. Et bien là, c'est un petit peu ça. On va entraîner l'ordinateur en lui mettant deux images, parce qu'au bout d'un moment, il soit capable de se passer d'une image et de nous créer cette image. Donc comme vous pouvez vous en douter un petit peu avec cette explication, il y a plein de domaines qui vont être exploités pour arriver à des résultats qui sont intéressants et qui sont constructifs. Donc de façon plutôt claire, ne serait-ce qu'avec le nom du laboratoire, je pense que vous en doutez, on va s'imaginer que c'est une thèse d'optique uniquement. En fait non, parce qu'il y a les connaissances physiques théoriques qui sont importantes en elles-mêmes et qui sont même indispensables pour avoir une compréhension du système, mais il y a plein d'autres compétences qui requièrent un investissement passionnant. Par exemple, savoir faire un montage optique, comprendre l'état de l'art, maîtriser les modalités d'imagerie. Mais l'acquisition de ces images, même si optiquement c'est une fin en soi, par le gain en résolution, selon la modalité qu'on va envisager, finalement c'est qu'un moyen vis-à-vis de la biologie, et ça requiert une forte étape de traitement, de pré-traitement, via la compréhension physique de ce qui va se passer pour l'image, via l'apprentissage en lui-même, mais aussi par l'utilisation et l'écriture de code dans plein de langages différents. Là, je passe cette partie parce que c'est pas ce qui est le plus important. Mais il va y avoir toute la partie deep learning aussi, qui va être assez, cossu. Et enfin, je pense que ça vous aura pas échappé, il y a toute la partie biologique en elle-même, donc la composante biologique du projet. Déjà pour la compréhension des sujets d'observation, parce que c'est bien de regarder quelque chose, mais c'est mieux de savoir ce que c'est. Et pour les organites, et plus spécifiquement, nous, on va parler des mitochondries. Donc au début de cette thèse, pour l'instant, en termes de perspective, donc en termes de ce qui nous intéresse à observer, on va rester sur les mitochondries, comprendre l'état fonctionnel des mitochondries. Et bien sûr, je reviendrai sur ce terme. Donc, il va aussi y avoir une partie préparation des échantillons, culture de lignées cellulaires, même si c'est d'autres unités en biologie qui vont préparer nos cellules généralement. Et avec toute cette pluridisciplinarité, ça fait quand même beaucoup de choses à comprendre. Et j'en profite, vu qu'on parle de pluridisciplinarité de formation, pour faire un petit laïus à part qui ressort un petit peu de la thèse, pour reparler du contexte. Donc, il faut bien comprendre que le doctorat en lui-même, donc la thèse de doctorat, c'est pareil, ça peut être valorisé comme une expérience professionnelle à part entière. Et parallèlement, pour faciliter la poursuite de carrière du docteur, du futur docteur,
mais il incombe directement au doctorant. Donc le doctorant, c'est celui qui est en train de préparer une thèse de doctorat, en s'appuyant sur son tuteur de thèse, son directeur de thèse, sur l'unité, sur l'école doctorale, le collège des écoles doctorales, de suivre des formations disciplinaires ou transverses. Les conférences, les séminaires, tout ça, ça va compter par l'université. Et par exemple, avec mon école doctorale, et là je suis en train de préciser quelque chose qui est propre à mon école doctorale, puisque selon les écoles doctorales, on ne va pas avoir les mêmes règles. Il s'agit de 100 heures minimum à acquérir sur les 3 ans, qui vont être répartis comme on le souhaite, avec pour seule contrainte d'avoir au moins 25% de disciplinaire. Donc ce qu'on appelle disciplinaire, c'est des formations qui sont en lien avec ce que je fais, et au moins 25% de transverse. Donc transverse, ça peut être par exemple de l'épistémologie, ça peut être par exemple de l'art ou quelque chose qui a en gros rien à voir. Au-delà de la formation comme ça que je choisis, il faut comprendre qu'il y a aussi une formation qui est obligatoire, et j'ai mis quelques belles images ici pour le représenter plus que des bullet points. C'est qu'il y a une formation obligatoire en éthique de la recherche qui est dispensée par l'Université de Lyon et en intégrité scientifique qui est dispensée par l'Université de Bordeaux. Donc c'est des formations qui sont obligatoires pour le doctorant, mais ce ne sont pas des cours, c'est de la formation professionnelle. La première, honnêtement, était assez limitée en termes d'utilité, et globalement, il s'agissait plus de traiter des sujets comme le nucléaire, les OGM, via l'affaire Serralini, nous apporter une réflexion sur ces sujets, alors que la seconde, donc l'intégrité scientifique, c'était quelque chose de très instructif. Je pense que vous l'avez compris pour ceux qui me connaissent ici, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est question de comment on fait pour avoir des données qui ont du sens, qui peuvent être considérées comme valides. Et je l'illustre ici avec 3 images que certains auront reconnues, hein, évidemment, Ben Parker, Maître Yoda et Aero dans Avatar, où l'idée c'est de faire comprendre que la tentation pour le chercheur de tricher par rapport à ses résultats, de frauder par rapport à ses résultats, ça existe toujours. On ne peut pas penser que le chercheur vit dans sa tour d'ivoire, fait de la recherche de façon totalement désintéressée. Il faut comprendre qu'à tout moment, il va se poser des questions, et il va y avoir des mécanismes de pensée qui vont faire que le chercheur est incité en quelque sorte à tricher. Parce que le système de publication actuel n'est pas forcément idéal, mais aussi parce que des fois ça peut tout simplement rationnellement aider la personne ensuite à faire avancer son équipe. On peut penser qu'en mettant tel ou tel nom sur le papier pour une personne qui n'a pas forcément participé, le fait de mettre une personne dessus, même s'il n'a rien fait, c'est une façon de négocier un partenariat par exemple. Donc ça serait dommage de ne pas le faire. Et le but de cette formation, c'est un petit peu de mettre le doigt là-dessus, de faire comprendre qu'il existe une zone grise, qu'il y a plein de choses qui sont faites, mais que tout n'est pas forcément acceptable, et qu'il faut y réfléchir, et que cette tentation existe, qu'on y sera confronté, et comment faire justement pour savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, jusqu'où aller, et jusqu'où ne pas tricher pour pas tomber un petit peu dans le mauvais chemin ou le dark side, on va dire. Bon, évidemment, avec la formation en règle générale en thèse, il y a d'autres formations qui sont suivables, que l'épistémologie ou que de l'intégrité, notamment des choses sur l'utilisation des données, sur la propriété des données, sur plein de domaines. Je ne vais pas spécialement en parler plus qu'ici, mais ça me paraissait important de vous parler de cette notion d'intégrité, où les chercheurs, maintenant, sont vraiment sensibilisés à la question d'intégrité scientifique. Si on en revient un petit peu à nos moutons, donc avec l'optique, donc rassurez-vous, je ne vais pas refaire toutes les lois de Snellen-Descartes, vous faire de l'optique, mais je pense que le schéma est assez important. Ce que je souhaite ici rappeler, c'est que lorsque vous voyez de la lumière en règle générale, il y a une lumière qui va être dite incidente, donc c'est la lumière qui va être envoyée, la lumière incidente, et cette lumière va avoir différents comportements. On va pouvoir la diviser en plusieurs parties, cette lumière. Il y a une partie de la lumière qu'on va dire transmise, donc c'est celle qui va passer au travers de l'objet. Il y a une partie qui va être absorbée par l'objet, donc c'est ce qui va créer la couleur de l'objet par exemple, et il va y avoir une partie de la lumière qui va être réfléchie, qui participe aussi donc à la couleur de l'objet, puisqu'il y a une complémentarité entre ces 3 morceaux. Je ne vais pas aller jusqu'à dire qu'une cellule unique c'est une vitre, mais globalement c'est très 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 transparent. Et en fait, l'absence d'absorption et la forte présence de transmission, c'est évident par le fait d'éclairer un objet biologique, même épais, et de voir la lumière au travers. Un exemple connu, c'est vous allumez la LED de votre téléphone, vous mettez votre doigt dessus, et votre doigt, vous le voyez en rouge. Et en fait, vous voyez la lumière qui passe à travers. Notre œil va alors voir ce qu'on appelle la lumière diffusée, pas la lumière transmise. Mais ce qu'on comprend assez facilement, c'est que l'intensité lumineuse, donc la quantité de lumière, si vous voulez, a finalement assez peu été modifiée en passant par plusieurs millions de cellules. Donc que dire d'une seule cellule? Une seule cellule qui passe où il y a la lumière qui passe par cette cellule, la lumière, elle va presque pas être modifiée. Donc, si la lumière n'est pas très modifiée, on voit rien, tout simplement. Si ça ne modifie pas ce que j'envoie, en réceptionnant ce que j'envoie, je vois rien.
Ce qu'on comprend là-dedans, c'est que l'absorption d'une cellule dans le vivant, et dans le visible surtout, est presque négligeable. Et voilà par exemple à droite une image en intensité d'un fibroblaste que j'ai acquis. Un fibroblaste, c'est une cellule qu'on peut trouver par exemple dans la peau. Donc c'est pas très explicite comme ça, hein. Pourtant, c'est déjà cette image bien au-delà de ce qu'on verrait avec un microscope. Il faut comprendre que cette image a été traitée pour augmenter le contraste, il y a des filtres qui ont été appliqués, et pourtant, faut être honnête, l'image est moche. Et donc il y a différentes astuces qui peuvent être en place pour dépasser cette problématique. Une astuce qui fonctionne, c'est ce qu'on appelle une modalité optique. Et il y a deux types de solutions qui s'offrent à nous, exactement comme le sapin de Noël tout à l'heure. Soit je décide de dire, je vais augmenter l'absorption, je vais faire en sorte que la cellule m'envoie du signal d'une façon ou d'une autre. Par exemple, en rajoutant des guirlandes. Soit je vais me dire que la lumière transmise, finalement, elle porte une information. Elle ne porte pas une information dans l'intensité de la lumière, mais par le fait que la lumière soit passée dans la cellule à différentes interfaces. Les interfaces, c'est le fait que la lumière va passer dans des milieux différents. Et donc, il va y avoir ce qu'on appelle une variation d'indice de réfraction, qui va se retrouver donc en gros dans la variation de la vitesse de la lumière au sein du milieu dans lequel elle passe. Et donc une différence de chemin optique, ça s'appelle, c'est-à-dire le chemin que va emprunter la lumière. Finalement, c'est pas parce que la lumière n'est pas absorbée qu'elle n'est pas modifiée par l'échantillon. Il peut y avoir des retards, il peut y avoir des vibrations et des techniques d'imagerie qui sont basées là-dessus. Et nous, on va explorer finalement les deux voies que je vous ai énoncées, c'est-à-dire le fait que la lumière y apporte quand même une information et le fait qu'on puisse rajouter quelque chose à la cellule pour qu'elle émette plus de lumière, ou en tout cas que l'effet de la lumière soit beaucoup plus visible. Donc on va tout de suite commencer par la première façon de faire, ce qu'on appelle la fluorescence. La fluorescence, c'est de se dire que si l'objet ne nous envoie pas de signal, je vais lui coller quelque chose qui lui va émettre du signal. Pour ceux qui ont déjà vu des images de fluorescence, ça ressemble à une image sur fond noir avec quelque chose qui va être très très lumineux. L'idée grossière, elle est très simple. Il s'agit de se dire qu'on va envoyer, c'est exactement comme une guirlande finalement, on envoie de l'électricité dans la guirlande et la guirlande va nous renvoyer de la lumière. Et là, c'est à peu près la même chose. On va mettre un marqueur protéique sur une cellule, on éclaire ce marqueur avec une certaine longueur d'onde, donc avec une certaine énergie de la lumière. La désexcitation de ce marqueur va faire que le marqueur va émettre de la lumière, d'une longueur d'onde plus élevée, donc de moindre énergie, forcément. Et dans des curieux cas, ça fera quelque chose d'un petit peu différent, mais on ne va pas en parler. Pour le montage, finalement, c'est assez simple. Il suffit d'envoyer de la lumière avec cette fameuse longueur d'onde que le marqueur aime bien. Donc, par exemple, avec un laser, on choisit la longueur d'onde quand on éclaire avec un laser, ou bien en éclairant avec toutes les longueurs d'onde et en mettant un filtre. Un filtre qui va changer la couleur de la lumière. Et ensuite, une fois que c'est passé par l'échantillon, juste avant la caméra, il va falloir mettre un nouveau filtre qui va enlever tout ce qui vient du laser, mais qui va laisser passer uniquement la lumière qui est censée être émise par l'objet une fois qu'il a réceptionné. Autrement dit, imaginons que j'éclaire un objet en bleu et qu'il me réémette de la lumière verte. Et ce que je vais faire, c'est qu'au début, je vais mettre un filtre qui va laisser que le bleu, comme ça je vais éclairer mon objet que en bleu. Il va me réémettre de la lumière bleue et de la lumière verte, parce qu'il y a de la bleue qui va quand même passer. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais couper toute la lumière bleue. Comme ça, ce que je vais réceptionner à la fin, c'est uniquement la lumière qui a été émise par le marqueur. Du coup, ce qu'on observe, c'est une image totalement noire, sauf là où il y a du marqueur, donc l'objet en lui-même. Évidemment, trouver un marqueur, c'est quelque chose de très difficile. C'est pas quelque chose qui est facile, par exemple, pour le virus, le SARS-CoV-2, en ce moment. Il faut savoir qu'on a mis plusieurs mois à être capable de l'observer correctement, ce virus. Je veux dire que trouver une méthode qui permet d'observer quelque chose sans avoir besoin de le rendre fluorescent, c'est pratique. Et ça m'offre du coup une parfaite transition pour vous dire que la modification, en plus d'ajouter quelque chose de fluorescent, c'est pas quelque chose de bénin. En plus de la potentielle cytotoxicité, donc le fait de pouvoir tuer la cellule en elle-même, ou de pouvoir modifier son comportement, à pouvoir encourager ou sélectionner des comportements qui vont différer de la cellule qui ne serait pas marquée. Ce qui veut dire que lorsqu'on va observer quelque chose, on ne sait pas si ce qu'on observe, c'est ce qu'on aurait vraiment dû observer, ou si ce qu'on observe, c'est ce qu'on a nous-mêmes induit. Auquel cas, notre observation n'a plus vraiment d'intérêt. C'est pour ça qu'il y a d'autres approches. Et c'est la méthode un petit peu phare de notre montage et de ce que nous on fait. Donc, comme on l'a dit précédemment, on peut décider de ne pas intervenir sur l'échantillon et de recueillir directement le signal tel qu'il est, en se disant qu'il n'est pas beaucoup modifié en termes d'intensité, mais il est modifié en termes de phase. Et on n'est pas les premiers à y penser. Il faut savoir qu'il y a plein de méthodes qui existent. Il y a la méthode de Nomarski, donc ce qu'on appelle la microscopie à contraste différentiel, il me semble, en français, qui existe depuis les années 30. Il y a le contraste de phase, il y a l'interférométrie à décalage. Donc nous, c'est ce qu'on va utiliser de façon un petit peu plus élaborée, on va dire. Et en fait, on peut mimer le fait de faire cette interférométrie, donc de faire interférer différentes ondes en utilisant un réseau. En l'occurrence, nous, ce qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle un masque de Hartmann. Un masque de Hartmann, globalement,
C'est un réseau. Un réseau, c'est simplement un filtre que la lumière va traverser et ce filtre va avoir un certain effet. Généralement, il va changer la phase de la lumière. Donc, pour ceux qui sont familiers avec la notion de nombre complexe, la phase, vous pouvez voir ça en quelque sorte comme la partie complexe, donc la partie qui est en haut de l'exponentielle. Il y a le module, il y a l'exponentielle. Ensuite, je ne vais pas vous parler spécialement plus du montage. Ce qu'il y a à comprendre, c'est que le montage est un montage assez classique sur le début. Et ce qui va vraiment rendre notre montage intéressant, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. C'est donc le petit schéma que j'ai fait pour résumer ce montage. Donc la lumière passe par le microscope. Une fois sortie du microscope, donc elle a déjà reçu l'information de l'échantillon qu'elle a traversé, il va falloir traiter en quelque sorte cette lumière. Il va falloir faire quelque chose de cette lumière. Et nous, ce qu'on va faire, c'est que cette lumière, on va utiliser différentes lentilles pour être capable de créer une image qui a la taille qu'on veut, puisque ce qu'on cherche à observer, c'est tout petit. Et donc on a besoin de lentilles pour changer la taille de l'objet. Une lentille, ça ne fait pas que zoomer, évidemment. Une lentille, ça va déformer les images selon la lentille qu'on va prendre. Ça peut être un petit peu chiant à choisir et ça peut créer des aberrations. Donc le choix des lentilles est très important. Ces lentilles vont faire qu'on va créer une image sur le capteur de notre caméra qui va avoir la taille désirée. Et nous, ce qu'on va faire en plus, c'est rajouter au centre, ce que vous voyez noter comme LV, une lentille où la focale est dite variable. Donc on va pouvoir changer beaucoup de choses sur l'image. Ce qui est intéressant, c'est que cette lentille-là est présente à un endroit où les rayons sont parallèles. Et si les rayons sont parallèles et qu'on change la focale, ça veut dire qu'on ne va pas changer la taille de l'image, mais qu'on va changer l'endroit qu'on observe dans l'objet. Autrement dit, on va changer le plan d'observation. C'est-à-dire que si un échantillon mesure 1 cm d'épaisseur, eh ben, je peux décider de regarder à 10 mm, à 20 mm. Enfin, je peux choisir où je vais regarder dans mon objet. Et voilà à quoi sert cet objet. Ça permettrait par exemple de faire de l'imagerie en 3 dimensions, on peut imaginer. Bref, ce qui compte là-dedans, c'est que ensuite il va y avoir tout un traitement informatique qui va nous permettre de reformer une image en faisant des transformés de Fourier inverse et de la déconvolution. Je vais évidemment pas rentrer dans les détails de ça. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que jusqu'à il y a à peine un mois, on faisait tout ça avec ce qu'on appelle un cube 50-50, c'est-à-dire qu'on allait séparer notre lumière en deux avec les deux caméras qui observent simultanément, alors que maintenant on ne va plus utiliser un cube 50-50, on va utiliser ce qu'on appelle une lame dichroïque, enfin miroir dichroïque, qui va directement choisir quelle partie de la lumière va dans une caméra et quelle partie de la lumière va dans l'autre caméra. Du coup, on ne divise plus notre signal par deux, mais on prend uniquement ce qui nous intéresse dès le début. Donc on peut s'attendre, et c'est ce qu'on observe, à un facteur à peu près 2 d'intensité lumineuse qu'on réceptionne. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle pour créer des images qui sont de qualité. Un autre truc à savoir, c'est que le montage est en constante évolution et qu'il n'y a pas une semaine sans que le montage soit transformé. Donc le schéma que je vous ai montré là, par exemple, il n'est pas valable pendant plus d'une semaine. Pour revenir un petit peu, faire une pause mentale, je reviens un petit peu sur du contexte. Je pense que ça ne vous a pas échappé, mais depuis quelques temps, on fait un petit peu face à un virus. Et il y a pas mal de restrictions de déplacement, de présence, et c'est assez difficile dans certains cœurs de métier. Ça impacte pas mal de cœurs de métier. En termes de recherche à proprement parler, on a d'autres collaborateurs qui sont biologistes, par exemple, qui estiment avoir perdu environ 2 années de recherche parce que ils avaient des souches de souris en cours de stabilisation qui sont perdues, et tout ce qui faisait l'année du virus, ils l'ont perdu. De notre côté, le confinement, ça a principalement ralenti les recherches, mais on peut aisément nous déplacer, on peut facilement faire du télétravail lorsqu'on en a besoin. Donc finalement, le couvre-feu actuel, par exemple, c'est chiant, disons-le, mais ça impacte finalement plus ma capacité à me procurer de quoi m'alimenter que mon travail ici. Mais après, il ne faut pas négliger évidemment l'organisation dans la recherche, quelque chose d'assez important tout de même en termes de réunions par exemple, et c'est quelque peu bouleversé par l'interdiction de faire des réunions physiques. Et c'est sur ce point aussi que je souhaite un tout petit peu insister, c'est qu'arriver dans un laboratoire en règle générale ou dans une équipe, pour ceux qui vont chercher un stage ou qui vont chercher une thèse ou n'importe quoi, c'est aussi inscrit dans l'idée de rencontrer d'autres personnes et de s'entendre avec les personnes avec qui on va travailler. Ça devient évidemment bien plus compliqué en ce moment, lorsque le simple fait de manger, de sortir ou d'avoir des activités, ça devient impossible, sinon complexe. Et de même, en participant à la vie du laboratoire, à la vie de l'équipe en règle générale, à l'intégration des personnes et tout, il y a la communication scientifique qui doit apparaître pour participer à tout ça. La communication scientifique, c'est le fait de communiquer nos résultats aux personnes qui font partie de l'équipe. Et ça devient tout de suite beaucoup plus difficile lorsque faire des conférences, lorsque faire des séminaires n'est plus possible. Évidemment, il y a des dispositions qui sont prises, mais c'est quand même un point assez important que je souhaite montrer, on va dire, la situation pandémique qu'on a actuellement affecte aussi le monde de la recherche et assez fortement. Je
passe désormais un petit point rapide sur un autre domaine. On a parlé de physique, je vous ai parlé de reformer les images, donc je vais vous parler un tout petit peu de deep learning. Donc nous, ce qu'on utilise en informatique pour faire nos prédictions de fluorescence, c'est ce qu'on appelle un réseau UNet. U pour la lettre U, hein, et je pense que vous comprenez pourquoi il s'appelle UNet, hein, il a une forme de U tout simplement. Donc c'est un réseau de neurones qui est entièrement convolutionnel, c'est-à-dire qu'à chaque étape, on va réaliser des convolutions. Une convolution, c'est une opération mathématique. Il va contenir une partie qui est dite contractante, donc c'est la première partie, la partie qui descend, et une partie qui est dite expansive, c'est une partie qui va redonner de l'information, c'est la partie qui remonte sur le schéma. Concrètement, qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire que la première partie de mon réseau de neurones va chercher finalement à réduire la quantité d'informations spatiales, à réduire la quantité d'informations dans mes images en quelque sorte, mais à apprendre des caractéristiques de l'image. Par exemple, un réseau qui serait capable de reconnaître un visage, dans cette première partie, il va reconnaître qu'il y a un nez, qu'il y a une oreille, qu'il y a un œil. Il va commencer à reconnaître des caractéristiques qui font partie de l'image. La partie extensive, elle va traiter ces informations en quelque sorte. Et pour nous, plus précisément, elle va générer les images de sortie. Une application assez récente de ça, c'est dans le papier Wincomol 2018, que je vous ai mis ici, hein, avec l'image qui est en bas à droite. C'est en appareillant des images de fluorescence à segmenter avec d'autres objets biologiques qui sont à l'intérieur. C'est-à-dire être capable, au sein d'une image, de dire ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça. De distinguer qu'est-ce que c'est, tout simplement. Et les résultats qui sont vraiment admirables. Et la question qu'on peut se poser, c'est nous, notre équipe, qu'est-ce qu'on ajoute dans tout ça? Nous, ce qu'on va ajouter, justement, c'est qu'on va avoir beaucoup plus d'informations via nos images, puisque nos images sont mieux résolues. Donc la résolution d'une image, finalement, c'est la capacité qu'on a à distinguer deux objets qui sont très très proches. Et nous, notre capacité de résolution est largement meilleure que la leur. Ça veut dire qu'on est capable de voir des détails plus petits. Mais surtout, on va disposer d'informations quantitatives. Donc là, j'en profite pour le mot quantitative. J'ai plusieurs fois employé le mot quantitative, mais finalement, ça veut dire quoi, quelque chose de quantitatif? En fait, c'est l'idée de pouvoir relier l'intensité du signal qu'on obtient à une grandeur d'intérêt dans le système. Si on prend un exemple un petit peu plus concret, on peut dire que le fait que quelque chose soit quantitatif, c'est de se dire, imaginons que je prends une photo de mon sapin, comme je le disais tout à l'heure, avec des guirlandes, et ce que je suis en train de dire, c'est si je vois 2 fois plus de lumière dans mon sapin, c'est qu'il y a 2 fois plus de guirlandes. Tout simplement. Mais une autre façon de le voir, ce serait de se dire, si je vois 2 fois plus de lumière, c'est que j'ai mis 2 fois plus de courant électrique. Évidemment, vous vous rendez bien compte qu'une guirlande, c'est pas quantitatif en soi, puisque la lumière qui va sortir, elle va être gérée par autre chose, tout simplement. Donc ça ne va pas être quantitatif. Et la fluorescence, c'est un peu le même principe. C'est pas fortement quantitatif. C'est-à-dire qu'on peut voir une image qui va nous envoyer beaucoup de lumière. Ça ne veut pas dire que ce qu'on repère est très 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 présent. On va voir une image qui va nous envoyer moins de lumière. Ça ne veut pas dire que ce qu'on repère n'est pas très présent, ou en tout cas n'est pas aussi présent que dans l'autre. Et nous, ce qu'on fait avec la phase, c'est de l'image quantitative. C'est une image quantitative. C'est-à-dire que si on a un signal qui est plus fort, alors on est persuadé qu'il y a quelque chose qui est plus présent. Et ça nous intéresse beaucoup. Parce que du coup, si on entraîne un réseau avec des images qui ont cette caractéristique d'être quantitative, les images qu'il sera capable de former de fluorescence, elles vont devenir quantitatives. Finalement, on va recréer une image de fluorescence qui sera encore meilleure que l'image de fluorescence qu'on aurait pu acquérir seul. Et c'est ça qui nous intéresse. Donc, je vous rappelle un petit peu en filigrane l'idée. On a une image de phase qu'on acquiert, une image de fluorescence, et dans un second temps, on a seulement l'image de phase, on n'acquiert plus l'image de fluorescence et on cherche à générer. Voilà un petit peu l'idée, et nous on va recréer une image. J'en profite un petit peu pour faire un petit point technique sur certains mots que j'ai employés. Je viens de parler de segmentation, générer des images. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsqu'on va avoir différents types d'images, lorsqu'on va faire du deep learning, il y a des grandes différences entre la catégorisation, la classification, qui va chercher finalement à qualifier une image dans son entièreté. C'est le premier cas que vous voyez. Donc, le premier cas que vous voyez ici, c'est la classification. On va dire cette image, c'est un vieux avec des chiens, quoi. Il y a ensuite de la détection qui va identifier les sous-images au sein d'images, donc comme vous voyez, qui va entourer le papy, qui va entourer les chiens, qui va entourer le chat s'il y a un chat. Et ensuite la segmentation, qui bien loin finalement de simplement entourer un morceau ou faire un carré autour d'un morceau, va étiqueter, va donc annoter chaque pixel de l'image pour dire à quel groupe il appartient. C'est pour ça que vous voyez cette sorte de silhouette. Donc c'est ça qu'on appelle de la segmentation, ça va bien plus loin qu'une simple détection. Et on peut aller beaucoup plus loin avec la reconstruction d'images, et c'est ce que nous on cherche à faire. Oui, j'aime beaucoup ce schéma, je pense que vous l'avez compris. À partir de la phase,
Nous, on va générer une nouvelle image qui ne va pas se satisfaire de dire qui est qui, donc on va pas simplement segmenter, on va aller encore un petit peu plus loin, mais on va directement créer une image à partir de ce qu'on a compris sur l'image de phase. On va créer une image de fluorescence à partir de ce qu'on a compris sur l'image de phase. Et c'est ça qui donne un équivalent d'une autre modalité d'imagerie, qui est plus quantitative que la fluorescence. Donc si on en revient un petit peu à la bio dans cette histoire maintenant, parce que sinon on n'avait pas encore parlé de biologie, en fait on se rend compte que le projet a beaucoup de petites choses qui sont difficiles. J'aime beaucoup cette image pour illustrer ce dont je vais vous parler, mais d'abord je vais vous dire un petit peu ce que c'est. Donc l'image elle a été acquise il y a approximativement 2 mois, en décembre je dirais. Il s'agit donc évidemment encore une fois de fibroblastes, donc ce sont des cellules qu'on peut retrouver techniquement dans l'épiderme. On appelle ça des MEF, donc c'est issu d'embryons de souriceaux. Donc les cellules ont été stabilisées, c'est-à-dire qu'elles ont été modifiées génétiquement pour exprimer le marqueur, c'est-à-dire qu'on ne va pas nous-mêmes rajouter le marqueur, c'est elles-mêmes qui vont l'exprimer. C'est beaucoup plus simple, comme ça on n'a rien à faire. Elles vont exprimer ce qu'on appelle du M-chéri. Le M-chéri, c'est un marqueur protéique, et donc je vous ai mis le spectre juste ici. Il y a donc le spectre d'absorption et le spectre d'émission, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce que vous voyez en abscisse, c'est la longueur d'onde, et en ordonnée, c'est l'intensité lumineuse qui a été normalisée. Ce qu'on observe plus précisément, nous, sur l'image, c'est qu'on a 2 cellules. Mais surtout, on a 2 types de variances. Et c'est ça qui va nous intéresser en biologie. C'est qu'on va avoir une variance qu'on peut appeler extrinsèque, donc la variance qui fait que sur les 2 cellules que vous voyez, les 2 sont issues de la même souche cellulaire, donc globalement, elles sont identiques, on pourrait dire, mais pourtant, elles n'expriment pas autant la fluorescence. C'est-à-dire que l'une va nous envoyer beaucoup plus de lumière que l'autre. Et en fait, cette variance, elle n'est pas réellement porteuse d'informations pertinentes. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la question de quantitatif ou non quantitatif. Nous, ça ne nous arrange pas globalement. Et une seconde variance aussi visible, elle est intrinsèque à la cellule. C'est-à-dire que si vous regardez au sein d'une seule des cellules que je vous montre ici, vous voyez qu'il y a des endroits qui sont plus lumineux que d'autres. Donc ça veut dire qu'on va voir du noir, donc l'absence du marqueur, jusqu'au plus clair, où ici on a marqué les peroxysomes au sein des cellules. Et quantifier ce signal, cette fois-ci ça a du sens, parce qu'une zone qui est 2 fois plus brillante, c'est une zone qui est 2 fois plus porteuse de la cible, donc du marqueur. Et c'est là qu'il s'agit non pas d'une simple segmentation, mais bien d'une reconstruction de l'image qui va remplacer une modalité par une autre, puisque nous, ce qu'on veut recréer, c'est une image qui va porter la quantitativité de l'information. Donc maintenant qu'on a passé un petit peu à tout le contexte, je vais vous parler un petit peu de ce qui rend un petit peu plus fier dans tout ça. Donc, comme énoncé plus tôt, c'est une thèse. Donc, l'étape de formation est importante pour acquérir de l'autonomie, je pense que vous vous en doutez, puisque c'est un projet qui est sur 3 ans. Et nécessairement, il y a moins de résultats au début que si on jette à corps et âme, on va dire, dans l'acquisition de résultats. Néanmoins, j'ai quand même une grande autonomie dans ce que je fais, dans la recherche que je peux pratiquer, et je partage le point de vue de Pierre qui me dit que globalement, on essaye, et au pire, ça ne marche pas. Donc je peux faire beaucoup d'images, et donc j'ai la chance de pouvoir vous montrer plusieurs images, plusieurs résultats, et de vous commenter certaines des images, voire même des débuts de conclusion qui peuvent être intéressants. Donc voilà quelques images. Celles-ci sont des images d'intensité, donc je vous en ai déjà parlé, les images d'intensité, des images d'absorption. Donc comme on s'en doute, on ne voit pas grand-chose de nouveau. Je vous les montre en premier parce que tout simplement, je voulais garder les plus belles pour la fin. Mais ça, ce sont des images qui sont traitées. J'insiste sur ce point. Là, ce que vous voyez, si vous aviez regardé à l'œil dans le microscope, vous auriez vu quelque chose d'encore moins beau que ces trucs qui sont déjà pas foufous. Dans les 3 cas, on observe des cellules, dans ces images, les mêmes types de cellules. Et il faut bien comprendre qu'on a à chaque fois soustrait des références, fait du traitement de Fourier, ajouté du contraste. Enfin, ces images, on les a rendues belles. Donc, imaginez bien que dans le microscope, elles le sont bien moins. Alors que les images que je vais vous montrer après, on les a presque pas traitées, et pourtant elles sont largement mieux. Donc ici, là, ce que vous voyez, c'est un petit peu l'image qui donne, sans contestation possible, le plus de signal. Outre son aspect assez surprenant, je soulève un point encore un petit peu important, il y a encore une variance extrinsèque. Mais ce qui est important ici, c'est le fait qu'à l'œil, on est capable, et je vous laisse vous en convaincre, de distinguer clairement les mitochondries de l'image de phase et vérifier avec la fluorescence. Donc l'image de phase, c'est l'image qui est à gauche, donc c'est l'image où, comme je vous le disais, on voit tout. Et l'image de fluorescence, c'est celle qui est à droite, où on ne voit uniquement ce qui nous intéresse. Et là, ce qui nous intéresse ici sont les membranes externes des mitochondries qui sont présentes dans la cellule. Et c'est ça que vous voyez brillant. Et ce qui est très très ouf, en quelque sorte, c'est que si vous regardez les 2 images côte à côte, vous voyez bien que ces filaments qui sont présents à droite, ils sont aussi présents à gauche. Et si déjà à notre œil, on arrive à distinguer ça sur l'image de phase, l'ordinateur sera largement capable de le faire. Ça, en quelque sorte, c'est le niveau 1. C'est facile de le repérer.
Le niveau 2, c'est plus de regarder les mitochondries, par exemple, ce serait de regarder les réticulums endoplasmiques. Le réticulum endoplasmique, c'est aussi une partie de la cellule, un organite de la cellule. Encore une fois, je tiens à souligner que la fluorescence, c'est l'image de droite, la phase, c'est l'image de gauche. Et en fait, on voit quelque chose qui est assez intéressant, c'est que la structure est très différente. Alors que tout à l'heure, on avait des choses qui étaient très bien définies, une espèce de petits filaments, des serpentins. Ici, on a quelque chose qui est bien plus éparse. On a quelque chose qui ressemble à un réseau. C'est moins ponctuel. Et c'est rassurant, hein, parce que le mot réticulum, ça signifie réseau d'ailleurs. Hein. Et en fait, le repérage ici du réticulum endoplasmique, on peut se douter qu'il sera de loin beaucoup plus difficile que les mitochondries présentées juste avant. Tout simplement, puisqu'il ne va pas être aussi défini, il va être beaucoup plus complexe à repérer. C'est un petit peu le niveau 2, si on veut. Et enfin, le niveau 3, puisqu'il faut bien le montrer quand même, sont les peroxysomes. Les peroxysomes, c'est encore une autre organite. L'image de fluorescence est toujours à droite, l'image de phase est toujours à gauche. Et là, c'est tout l'inverse du facile à distinguer. De nouveau, hein, quelques petits points notifiés. Tout d'abord, le fait que les structures qui apparaissent en fluorescence, ne sont pas du tout évidentes à repérer en phase, contrairement à celles qu'on a vues avant. En fait, là, ce qu'on regarde à droite, c'est une espèce de mini-filament et encore. Hein, et on peut expliquer pourquoi on voit ça. On voit ça parce que la taille moyenne des peroxysomes, ça va de 50 à 200 nanomètres, avec une moyenne à peu près à 100 nanomètres. Par rapport à notre système, c'est difficile de les résoudre, sans voir uniquement ce qu'on appelle une PSF, Point Spread Function, donc la tâche, on va dire, de diffraction. En gros, ces objets sont trop petits pour être repérés par notre système, tout simplement. Et c'est pour cette raison qu'on est incapable de les résoudre proprement. Un autre point à soulever, c'est la fameuse variance extrinsèque dont je vous ai déjà parlé avant. C'est que sur la cellule, vous repérez qu'il y en a une qui est évidemment bien plus lumineuse que l'autre. Et ça, c'est un petit peu l'image de niveau 3, où on ne reconnaît plus rien entre l'image de fluorescence et l'image de phase. Et là, on espère que ça va fonctionner, même si pour l'instant, on met en pause. On arrive à peu près à la fin. Je vais vous dire un petit peu maintenant ce qui arrive. Je pense que vous vous en doutez, hein, mais tout cet effet de variance, finalement, le fait que les images de fluorescence donnent des intensités très différentes, c'est quelque chose qui est très délétère pour nous, pour l'apprentissage. On réfléchit à différentes méthodes pour nous défaire, on va dire, de ces petits problèmes. Pour l'instant, on met une priorité absolue sur l'acquisition d'images. Donc, si on ne veut pas avoir des cellules sur la même image qui présentent deux intensités totalement différentes, il y a une façon très simple, on prend des photos une par une. Les cellules, on les regarde seules sur l'image, comme ça on est sûr d'avoir une seule intensité. C'est évidemment une technique qui n'est pas très très confortable. Outre la segmentation, en plus dans le traitement de l'image, il y a la question de la quantification, dont je vous ai déjà parlé, qui est quelque chose de majeur. Ça représente la preuve de concept que tout ce qu'on fait a un sens et une utilité. Et avec tout cela, en fait, on peut s'imaginer être capable de commenter ce qu'on voit, sans avoir besoin de fluorescence. C'est là que c'est intéressant, et j'en profite pour vous revenir sur le mot fonctionnel ou sur le mot dynamique. C'est que nous, on ne cherche pas simplement à dire ce que je vois, c'est une mitochondrie. On cherche à voir la mitochondrie en temps réel, à la voir évoluer, être capable de dire ça c'est une mitochondrie, mais cette mitochondrie-là, elle est en train de mourir. Ou celle-ci, elle est différente de celle-là, parce que celle-ci, elle est en train de fusionner. Celle-ci, elle est en train de se séparer. Celle-ci, elle est en train de... En fait, on pourrait voir l'état d'oxydation, par exemple, des mitochondries. On pourrait voir beaucoup de choses en temps réel. Donc, on fait de l'imagerie dynamique. J'insiste sur le mot dynamique, sur le mot fonctionnel. On n'est pas simplement en train de prendre des photos. On voit ce qui se passe. Et évidemment, un autre truc à dire, c'est qu'il y a plein d'autres applications dans des champs de recherche largement plus larges qui peuvent être envisagées de ce qu'on est en train de faire, parce qu'à nous seuls, on est évidemment incapable de savoir tout ce que ça peut toucher. Par exemple, on peut penser au penchant végétal avec tous les plastes ou aux champignons, qui seraient d'autres objets à observer qui pourraient être très intéressants, autres que les cellules de mammifères telles que les fibroblastes. Bon, pour finir, j'ai essayé quand même de vous montrer un petit timelapse, parce que c'est quand même rigolo un timelapse. Donc, juste que vous compreniez ici, on est sur une vue 30 images par seconde, soit une accélération x30 par rapport à la réalité. Et là, ce que vous voyez, c'est une cellule. Et tout ce que vous voyez à l'intérieur, ce sont des organismes. Donc, les organismes sont par exemple des mitochondries, ce sont tout ce qu'il peut y avoir à l'intérieur d'une cellule qui sont en train de se déplacer. Donc, la vidéo est évidemment accélérée, parce que sinon, ça prendrait beaucoup de temps à voir ce qu'on cherche à voir. Ce qui est intéressant à regarder, c'est que ça bouge un petit peu partout dans la cellule. Et que, en plus de bouger un petit peu partout, vous voyez que ça bouge de moins en moins. On peut se demander pourquoi ça bouge de moins en moins. Au tout début, je ne sais pas si vous l'avez vu, si je le remets au début, la structure externe de la cellule se déplace. On voit des espèces d'ondulations sur le côté. Alors que quand je retourne vers la fin de la vidéo, globalement, on a l'impression que plus rien ne bouge. À peine ça vibre et encore. En fait, c'est qu'on est en train de voir la cellule mourir tout simplement. Une cellule qui meurt, il n'y a plus grand-chose qui bouge dedans. C'est souvent le cas quand on est mort.
Donc voilà un petit timelapse parce que c'est rigolo. Pour conclure tout ça, pour vous rappeler le contexte, on cherche à partir d'images de phase à plus avoir besoin d'images de fluorescence. On cherche à conserver tous les avantages de la fluorescence, la spécificité et la mise en valeur de l'objet. On cherche à conserver tous les avantages de la phase, le fait que c'est quantitatif, mais on cherche à supprimer les limites de la fluorescence, qui sont une des limites connues, c'est ce qu'on appelle le photoblanchiment, c'est-à-dire qu'en regardant trop longtemps un objet en fluorescence, il disparaît. Tout est à faire, tout demande des montages optiques qui sont très exigeants, couplés avec de la biologie cellulaire, du traitement informatique assez ambitieux. C'est justement ce que je trouve palpitant là-dedans. Et ça demande de mobiliser des personnes qui ont différentes disciplines, différentes connaissances, pour soi-même être capable de fournir des résultats qui vont s'étendre à différents domaines dans les sciences. Et je pense que c'est une façon de délivrer des connaissances assez utiles. Bref, j'aime beaucoup tout ça, je pense que vous en doutez. J'ai la chance d'acquérir des connaissances dans plein de domaines différents, sans pour autant ne voir que la surface. Et je suis dans un cadre qui est tout bonnement génial, un petit peu spécial ces derniers mois avec le contexte actuel, avec un dynamisme assez notable, une cantine au CNRS qui est très bonne, et une équipe qui est super. Je pense que je vais désormais vous laisser la parole. Je vous remercie tous de votre écoute. Ça ne doit pas être évident vu que le sujet parlait de beaucoup de choses. Ça vous a parlé à la fois du contexte, à la fois de ce que je faisais et à la fois de ce que c'est une thèse, à peu de choses près. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé. C'est un domaine qui est assez immense. Et du coup, j'en profite pour vous mettre quelques petits bonus. Voilà une photo du laboratoire. C'est à peu près là où je travaille. Donc, il y a 2 tables optiques. Et moi, je suis sur le montage qui est au fond. Si on regarde un petit peu plus, ça c'est le microscope sur lequel je travaille. Derrière, ce qu'on voit, c'est le montage d'excitation qui permet d'exciter les échantillons pour qu'ils émettent de la fluorescence. Donc, il y a différents filtres, c'est pour ça que la lumière apparaît comme verte sur l'image, normalement entre vert et blanc. Ensuite, il y a le microscope, ça rentre dans le microscope et ça ressort du microscope par ce côté-là. Et là, ce qu'on voit, c'est notre montage avec les fameuses lentilles différentes et les 2 caméras qui sont en train de fixer le cube 50-50. Donc, c'est l'espèce de petit cube en verre que vous voyez au milieu qui va séparer la lumière en deux. Maintenant, comme je vous le disais, il a été remplacé par une lame qui va séparer la lumière un petit peu différemment. Et voilà. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez des questions, je vais y répondre de suite.